Mesdames, Messieurs, bonsoir. La campagne présidentielle au Tchad a été officiellement entamée ce dimanche 14 avril. Et les enjeux de ce scrutin sont importants, non seulement en interne, par un retour de l'ordre constitutionnel, et aussi pour une région exposée à un risque élevé d'instabilité et de profondes mutations. Retour à l'ordre constitutionnel, après une période de transition inédite qui a suivi le décès d'Idriss Déby le 20 avril 2021. 10 candidats sont en lice pour cette présidentielle après la validation de la Cour constitutionnelle du pays, parmi lesquels le président de la transition, le fils d'Idriss Déby, et aussi il y a l'autre candidat en la personne de son Premier ministre, Succès Masra. La candidature de Mahamat Idriss Déby est soutenue par la coalition Tchad Uni qui regroupe plus de 200 partis politiques menés par le mouvement patriotique du salut, créé d'ailleurs par son défunt père en 1990. La campagne devrait durer 3 semaines et le scrutin est prévu donc pour le 6 mai avec un éventuel second tour pour le 22 juin. Nous avons avec nous ce soir un des 10 candidats. Il s'agit du leader du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, investi le 14 mars dernier, Brice Mbaïmon Guedembe. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir. Se joint à nous également depuis N'Djamena, Mahamat Assilek Kalata, ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme dans le gouvernement de transition tchadien. Il est également directeur national de campagne et second adjoint de Mahamat Idriss Déby et aussi président d'honneur du mouvement de soutien UFDD avec Midi. Bonsoir, Monsieur Assilek. Merci beaucoup de vous joindre à nous et de répondre aux questions de Média TV. Bonsoir et merci. Et avec moi en plateau, le politologue Mustapha Sahimi. Bonsoir, professeur Sahimi. Bonsoir. Je vais commencer par vous adresser une question d'ordre pédagogique pour bien planter le décor. Un mot sur l'organisation politique et l'organisation des pouvoirs au Tchad. Évidemment, depuis l'indépendance en 1960, le Tchad, pays ami, pays frère, il faut le dire, a connu plus de 7 décennies de cheminement institutionnel et politique. C'est des situations difficiles qu'on retrouve dans d'autres pays parce qu'il y a la nécessité de se mettre d'accord sur un pacte démocratique et en même temps sur un pacte social. Il y a eu des séquences intéressantes, fortes, etc. Je signale par exemple les 30 ans de pouvoir, donc 5 présidences du président défunt Déby, donc de 1990 à 2020 exactement. Et puis il y a maintenant son fils, donc Mahamat Idriss Déby. Ça, c'est le premier point, donc des convulsions, des spasmes, etc. Mais il y a quelque chose dans ce pays, c'est-à-dire il y a un potentiel important. Il y a des citoyens politisés, extrêmement politisés, une société très fragmentée évidemment, mais qui se retrouve sur un domaine de convergence, c'est-à-dire un Tchad démocratique, social et solidaire. Alors, ça se traduit par le chiffre particulièrement important des partis politiques, il y en a 130. Il y a eu dans l'histoire du Tchad 130 partis avec des groupements, des sous-groupements, des rivalités, des heurts souvent, parfois, avec aussi des mouvements armés, etc. Tout ça fait qu'aujourd'hui, malgré tout, la situation est stabilisée. Je crois que c'est un acquis. Il y a eu aussi une instabilité constitutionnelle. Il y a eu depuis l'indépendance, il y a eu 11 constitutions. Aujourd'hui, c'est la 11e constitution. Mais ce n'est pas propre au Tchad. Nous-mêmes. Datant de décembre 2023. Oui, voilà. Qui vient d'être au Maroc, adopté par référendum. Tout à fait. Nous-mêmes au Maroc, nous avons eu plusieurs constitutions. Et donc, c'est une recherche, une stabilisation, une adéquation par rapport à l'évolution de la société. Et puis, cette constitution est intéressante. Elle a été adoptée, vous l'avez dit, par référendum fin décembre 2023 et entrée en vigueur le 29 décembre 2023. C'est un texte intéressant
qui est venu à la suite d'un processus de consultation nationale boycotté par l'opposition, mais ça fait partie des règles de jeu. Et c'est un texte qui traduit un certain nombre d'avancées de réformes, rapidement lesquelles, d'abord la restauration du poste de Premier ministre qui avait été supprimé auparavant, donc ça. Ensuite, un mandat présidentiel de 6 ans qui est réduit à 5 ans avec l'impossibilité que le président en poste puisse avoir un deuxième mandat renouvelable. C'est important, cette clause-là. C'est l'une des plus importantes de cette nouvelle constitution et qui permet justement à Mahamat Idriss Déby de solliciter donc le suffrage des électeurs le 6 mars prochain. J'ajoute une autre réforme institutionnelle, c'est la restauration du Sénat et puis un bloc de droits fondamentaux qui est un bloc intéressant qui rappelle, toutes choses égales par ailleurs, le bloc des droits et libertés qu'il y a dans la Constitution marocaine de 2011. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc? Il y a la consécration des droits et libertés, il y a aussi le fait que création d'un certain nombre d'organes et d'instances, une instance sur les médias, par exemple, une instance aussi pour la régulation, la Cour des comptes, c'est intéressant, plus la séparation des pouvoirs avec un conseil constitutionnel disposant de prérogatives particulières, une autre cour judiciaire aussi qui décroche et qui a une autonomie. Donc il y a là des acquis. L'enjeu aujourd'hui, c'est quoi pour clore ce point-là? C'est comment vont se passer ces élections du 6 mai et on va peut-être revenir sur ça. Alors exactement, c'est pour cela que nous traitons de ce sujet aujourd'hui, d'autant plus que cette campagne a commencé donc dimanche. Monsieur Assilek, comment cette campagne a-t-elle commencé sous de bons auspices? Merci madame, merci à votre politologue qui a bien planté le décor. Et que sur tout ce qu'il a cité, je suis en parfaite harmonie avec ce qu'il a dit. Ceci étant dit, de notre côté, depuis qu'on a lancé la campagne dimanche dernier et que notre candidat s'est mis en scène, tout se passe pour l'instant très bien. Très bien, puisque le président de transition, candidat aux élections de 6 mai, est en déplacement dans les régions. Il a fait le Hadaï à Béché, ensuite, automatiquement, ça c'était hier, aujourd'hui il est dans une autre région du pays qui est le Bata, et que le but c'est d'aller chercher les élections, vaille que vaille, dans les coins les plus reculés du pays. Une question justement vis-à-vis de cette candidature de Mahamat Idriss Déby qui avait promis de rendre le pouvoir aux civils, justement après 18 mois, une échéance qui a finalement été repoussée de 2 ans, rappelons-le. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cette ambition de se présenter à ce scrutin électoral pour Mahamat Idriss Déby? Madame, quand on ne connaît pas un pays comme le Tchad, effectivement, vu de l'extérieur, vu de l'étranger, on pourrait se poser beaucoup de questions. Le Tchad est aux affluences de beaucoup de conflits dans la sous-région. Je pense que votre politologue l'a si bien dit. Oui. Nous nous retrouvons un peu dans une région exposée aux profondes mutations. Et il a tout à fait raison. Nous avons le Soudan qui est en ébullition et que tout le monde connaît, la guerre civile, avec une densité de réfugiés au Tchad. La Libye, sa situation, tout le monde la connaît. La Centrafrique, qui est un pays instable avec autant de rébellions. Et le Niger, dernièrement, avec tous les changements qui ont prévalu. Quand on est dans un pays comme ça, aux parfaites mutations et qu'on est en danger permanent, tout chef militaire est appelé à reconsidérer sa position. Je comprends bien, on reste dans les dogmes un peu à l'occidental de dire tiens, il a promis et pourquoi il change d'avis. Nous autres, nous comprenons très bien. Aujourd'hui, le président de transition, comme vous l'avez vu, en 3 ans, est devenu un facteur de stabilité. Et c'est ce qu'on cherche dans notre pays, le facteur de stabilité. Et en plus, autant de cela, il tend la main vers la réconciliation, vers le dialogue. Et quand on réunit tous ces
ce que je viens d'avancer, il est évident que le candidat Mahamat Idriss Déby peut se poser des questions et peut-être que les diverses questions posées peuvent motiver sa candidature. Très bien. Nous ne faisons pas, bien sûr, de lecture à l'occidental. Nous sommes africains avant et après tout. Et c'est une question qui se pose parce que, en effet, sa promesse n'a pas été faite aux Occidentaux, elle a été faite à l'Union africaine. C'est pour ça que je vous ai interpellé là-dessus. Oui, dites-moi. Madame, quand j'ai dit, excusez-moi, qu'on se comprenne très bien, quand j'ai dit à l'occidental, parce que assez souvent, les remarques nous viennent de l'Occident. C'est une question, pas une remarque. Mais j'en conviens. Merci pour cette précision, en tout cas. Je vais me tourner maintenant vers le candidat donc, de l'opposition, Brice Mbaïmon Guembay. Vous êtes candidat. D'abord, comment cette campagne a commencé pour vous? Quelle est la place de l'opposition dans ce scrutin? Merci, madame. Permettez-moi d'abord de réagir sur le liminaire du politologue. Il parle de 150 partis politiques au Tchad. Non, le chiffre a évolué. Aujourd'hui, nous sommes à presque 300 partis politiques, puisque la coalition pour Tchad uni que représente mon grand frère Assilek ici, déjà, à lui seul, compte 227 partis politiques. Donc, le chiffre est un peu minimisé par le politologue, et ce que je voudrais rappeler. Deuxièmement, je suis un peu surpris d'écouter mon grand frère Assilek dire que c'est une réflexion à l'occidental. Je crois qu'il a vécu une très grande partie de sa vie à l'Occident et je crois 30 ans, n'est-ce pas? Vous avez passé, vous avez quand même passé 30 ans en France, n'est-ce pas, monsieur Assilek? Voilà. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut nous opposer une réflexion à l'occidental. Je crois que ce qui n'est pas vrai et je crois que s'il y a quelqu'un qui a totalement manqué du respect aux partis politiques, au dialogue auquel j'ai participé, c'est bien M. Assilek, qui a jeté même de la propre sur les partis politiques au cours du dialogue. Donc nous, de notre côté, nous respectons bien l'accord de Doha. Si aujourd'hui, les partis politiques se battent à l'intérieur en refusant de prendre des armes pour aller combattre et revenir signer un accord pour participer à la gestion, moi, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas parce que je pense que... Mais vous ne l'avez pas fait. Si vous avez boycotté ce dialogue, vous l'avez boycotté parce que vous êtes une opposition et c'est une pratique, comme le précisait notre politologue, le professeur Shimi. Est-ce que vous l'avez fait parce que c'est le rôle de l'opposition de refuser le dialogue ou vous l'avez fait tout simplement parce que vous n'y croyez pas à cette union? Pourtant, ça fait partie de votre projet de campagne, n'est-ce pas, d'unir le pays. Au dialogue. Nous étions présents au dialogue parce que bien que nous soyons de l'opposition, nous étions présents au dialogue et nous avons même sollicité que la plupart de nos camarades soient au dialogue. Malheureusement, certains ne sont pas venus, mais nous autres étions là au dialogue pour discuter. Et donc, je ne pense pas que la recherche de la paix, la recherche de la stabilité, la recherche de la démocratie que nous entreprenons au Tchad, ce n'est pas parce que les uns savent tirer les armes et que les autres en sont faibles ne peuvent pas le faire. Mais c'est une affaire de volonté politique. Est-ce qu'on veut la paix? Est-ce qu'on veut que les Tchadiens vivent en paix? Ou bien est-ce qu'on peut rechercher son bonheur personnel ou on veut rechercher une ascension politique personnelle en prenant des armes, contester un système et en fin de compte faire des victimes et revenir partager le pouvoir? Ça, nous ne le faisons pas. Nous sommes prêts à participer à tous les dialogues. Et l'exemple probant, c'est qu'effectivement, nous étions présents au dialogue national inclusif qui a jeté les bases donc, de la recherche d'une sortie de cette transition pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, la campagne démarre. Mais vous voyez, effectivement, nous étions très enthousiasmés à la sortie du dialogue parce que nous nous sommes donné 2 ans de transition et des promesses ont été faites pour que, effectivement, autour de 2 ans, le pouvoir passe d'une main à une autre et que les engagements pris par les uns et les autres soient respectés. Bon, comme vous le dites, nous étions responsables au dialogue en disant que tout Tchadien peut se présenter. Nous ne pouvons pas priver les gens et c'est l'exemple d'ailleurs de la conférence nationale de 1993 où les auteurs, les acteurs de la transition étaient aussi candidats.
Donc, ceci étant donc une jurisprudence, le dialogue a accepté que tout le monde se représente. Moi, je suis d'accord pour cela. Je ne veux pas m'opposer à ce que tel ou tel citoyen ne se présente pas à l'élection présidentielle. Il appartient aux Tchadiens de juger. Le problème actuel maintenant, c'est de faire en sorte que cette élection soit transparente, que les règles du jeu soient claires, que les moyens d'action soient équitables et que les compétiteurs aillent sur la même base pour que effectivement les Tchadiens opèrent leur choix. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que je vois. La campagne a démarré, mais ça a ressemblé beaucoup plus à une exhibition des biens matériels acquis à l'État. Je ne sais pas pris du bien de l'État parce que je ne sais pas que toutes les grands biens qui sont exposés en termes de moyens roulants, en termes donc de disposition donc de grands bâtiments de sièges, etc. Je ne suis pas très sûr que ça ne soit pas des biens de l'État. Donc, aujourd'hui, nous sommes des parents pauvres parce que ceux qui ont la main dans la caisse du trésor public vont battre mieux campagne que les autres qui n'en ont pas la main dans la caisse de l'État. Et regardez un peu l'environnement dans lequel la campagne a commencé. Donc, je crois que c'est de ça qu'il faut parler. Je ne parle pas de ce que non, telle idée doit être une idée étrangère ou telle idée autochtone. Je crois qu'il y a des modes d'accession au pouvoir qu'il faut réguler au Tchad. Et si nous avons choisi le mode d'accession au pouvoir par les urnes, je suis très bien conscient que ça doit être par la démocratie, par le vote, par les urnes. Maintenant, si cela ne passe pas et que certains recourent aux armes, bon, justement, ils justifient cela par le fait que, effectivement, l'alternance devient extrêmement difficile. Et donc, moi, pour ma candidature aujourd'hui, j'opte pour que, effectivement, si l'alternance étant difficile, comme l'a rappelé le maréchal lui-même, paix à son âme, on devait passer donc d'un État unitaire à un État fédéral. Ça permettra de partager les richesses et les responsabilités à égalité. C'est ce que vous, exactement, ça fait partie de vos arguments de campagne, nous y viendrons un peu plus tard. Peut-être un commentaire, Mahamat Assilek, je voudrais vous demander peut-être un commentaire et aussi vous poser une question par rapport à votre passé d'opposant. Vous avez ensuite été signataire des accords de réconciliation à Doha, également. Vous avez participé au dialogue national inclusif et vous êtes actuellement membre au gouvernement, en sachant que vous avez passé quand même 30 ans en dehors du Tchad. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a convaincu pour soutenir aujourd'hui ce candidat Mahamat Idriss Déby, en sachant que vous étiez de l'autre côté, vous étiez du côté de l'opposition ? Merci beaucoup. La question est très bien posée, mais je voudrais un peu revenir sur ce que mon jeune frère avait émis tout à l'heure. Je pense que en voyant aujourd'hui les moyens déployés, on pense que on a la main dans la caisse du trésor de l'État et c'est avec ça qu'on bat campagne. Moi, je pense que des fois, avec réflexion, il ne faut pas être de mauvaise foi. Il y a quand même des gens qui cotisent. Il y a quand même une base qui fait des donations en fonction du candidat. D'accord ? Et autant que nous soyons les véhicules de l'État, je ne prends que cet exemple-là, les véhicules de l'État, moi je suis ministre, mon véhicule de fonction, il est garé au ministère. Je sors pour arriver au bureau de la campagne de chez moi avec mon véhicule privé. Et comme moi, autant de ministres, autant de cadres de l'État font la même chose. Bien évidemment, en étant sur la posture de M. Brice, je peux dire ça et en voulant jeter le discrédit, je ne peux qu'avancer cet argument-là. Et il le sait très bien, Brice. Il sait très bien comment les choses se passent dans ce pays-là et je pense que vouloir dire ça avec autant de légèreté sans avoir, puisqu'il emploie le conditionnel, en politique, ça ne joue pas. En politique, il faut être concret et dire les choses concrètement. Je comprends bien la posture des partis politiques aujourd'hui au Tchad. Et je comprends bien la nature des partis politiques au Tchad. Ceci étant dit, dans ce pays-là, les réalités ont fait que des partis politiques dûment installés se sont retrouvés en partis politico-militaires et vice-versa. Je pense que ce n'est pas ça le problème. Chacun a son opinion
des politico-militaires ou encore des partis politiques. On connaît des partis politiques qui ne représentent que leur singulière personne ou leur famille biologique ou leur famille nucléaire. Des partis politiques qui ne représentent que elle, la personne, et sa mallette. Donc, chacun a son avis sur les partis politiques, mais là n'est pas le lieu et ce n'est pas le maxime du débat aujourd'hui. Le débat aujourd'hui traite de la campagne présidentielle et pourquoi les uns et les autres choisissent de battre campagne pour tel ou tel candidat. Étant soit, je pense que mon choix sur le candidat de la coalition Tchad Uni, je l'explique aujourd'hui par la stabilité. En 3 années de transition, le Tchad n'a pas vécu de problème de rébellion. Or, le Tchad, depuis 1960, je ne vous apprends rien, vous autres journalistes, vous savez exactement dans quel soubresaut le Tchad a toujours été. Et depuis 3 ans, il y a une certaine stabilité. Et tout le monde le sait, sans stabilité, sans sécurité, nous ne pouvons pas bâtir un pays prospère et se jeter sur les voies du développement. Madame, vous dites que ça fait 30 ans que j'ai vécu à l'étranger. Oui, bien évidemment, avec 14 années au Maroc. J'ai fait mes études au Maroc, essentiellement au Maroc, avant de venir m'installer en France. D'accord? J'ai choisi la lutte armée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un moyen d'aller vers un dialogue. Ce jeune président arrive au pouvoir. Il nous amène vers un dialogue qui peut permettre à tout politico-militaire de pouvoir s'asseoir et de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il veut. Et ça finit par l'accord de Doha que tout le monde connaît. Nous sommes rentrés au Tchad. Nous avons participé, comme M. Brice le dit, au dialogue national inclusif et souverain. Et Dieu seul sait notre participation, nous autres politico-militaires de l'époque, à ce dialogue-là. Tous les points ont été exacerbés pour pouvoir finir par ce dialogue-là une réussite. Ensuite, en tant qu'ex-politico-militaire, certains de nos membres ont été appelés au gouvernement. Nous sommes au gouvernement. Chacun travaille selon sa propre expertise. Et je pense que si on prend les politico-militaires parmi les membres du gouvernement, il n'y en a pas ceux qui déçoivent. Ceci étant dit, pourquoi en étant opposant, aujourd'hui, j'ai choisi le candidat Mahamat Idriss Déby Itno? Oui. D'abord parce que, à mon sens, il est le seul, j'ai dit bien, le seul à la tête, en ayant dirigé l'armée, connaissant l'armée, qui peut asseoir la stabilité, la réconciliation nationale et tous les enjeux que j'ai cités en amont, connaissant le Tchad aux affluents des problèmes, Soudan, Libye, Centrafrique, etc. Même au sein même, il est capable, selon vous, d'avoir aussi ce pouvoir d'unification du pays. Absolument, si vous me laissez finir. Oui, je vous laisse finir, juste je vous interpelle sur cette question d'unification. Il est le seul que l'armée peut suivre, d'accord, en instaurant la sécurité, en instaurant un havre de paix, même si cela reste relatif, d'unité nationale, pour que les Tchadiens et les Tchadiennes puissent se projeter sur la voie du développement et sur la voie de l'émancipation civique. Comment voulez-vous que s'il n'y a pas la sécurité, que s'il n'y a pas une certaine accalmie politico-militaire, on peut gérer un pays? Ça, c'est l'abscisse première, hein, les conditions aujourd'hui qui m'amènent à soutenir ce candidat-là. Ensuite, il promet des choses terre à terre. C'est un homme d'action, c'est un homme de promesse. Quand il promet, il le fait. Et il essaie de le faire en étant un collaborateur à côté de lui. Je vois comment il le fait et j'estime qu'on peut donner de la chance à quelqu'un qui est jeune de sa carrure, puisqu'à peine il a 40 ans. 40 ans. D'accord ? Et c'est quelqu'un avec lequel on peut jeter les bases d'un cadre nouveau. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre pourrait venir aujourd'hui et qui pourrait nous assurer ne serait-ce que ça, la sécurité des citoyens, la sécurité des biens. Ceci étant dit, tout n'est pas parfait. On me dira que non, il y a de l'insécurité à gauche, à droite, c'est normal. Mais il est le seul aujourd'hui à pouvoir nous assurer cela et qu'on puisse se projeter en annihilant petit à petit toutes les imperfections qui puissent aller. Je ne fais pas de la politique politicienne, je reste pragmatique.
Voyez-vous, madame? Et en étant pragmatique, je vois exactement ce qui est nécessaire pour le Tchad et ce qui peut pour moi aujourd'hui du domaine du littéraire ou de la philosophie, mais ça n'amène pas au développement d'un pays quand très concrètement on veut que les choses commencent tout de suite. On veut que les choses commencent tout de suite et donc ce sera à partir des résultats de ce scrutin attendu donc le 6 mai. Nous sommes en pleine campagne électorale donc au Tchad. Moustapha Sahimi, je voudrais peut-être qu'on parle aussi des autres candidats. Donc là, nous avons le représentant de Mahamat Idriss Déby. Nous avons également un candidat de l'opposition. Qu'en est-il des autres, des 8 autres qui ont été validés en sachant que ce fameux Conseil constitutionnel a rejeté 10 candidatures, dont celle de 2 farouches opposants, Nassour Ibrahim Negui Koursami et Rakis Ahmed Saleh, donc, dont la candidature a été rejetée, en rappelant aussi que le principal adversaire, Yaya Dillo, a lui été assassiné, tué fin février par des militaires dans l'assaut de son parti. Alors, c'est le tableau évidemment politique, il est compliqué. Il y a une coalition, vous le savez, qui soutient donc le président Mahamat Idriss Déby, qui s'appelle Mouvement patriotique du salut, donc une coalition fédératrice sur un certain nombre de bases. À côté de ça, il y a des partis d'opposition, mais il y a deux catégories dans les partis d'opposition. Il y a les partis d'opposition qui s'en tiennent à l'action contestataire, tribunicienne, d'opposants. Et puis, il y a des partis politiques qui privilégient, en tout cas n'excluent pas, des moyens de lutte peu pacifiques. Et donc, alors, je n'ai pas expliqué la décision du Conseil constitutionnel, mais cette institution a un certain nombre d'éléments, évidemment, pour justifier l'invalidation d'une dizaine, la validation d'autres, etc. C'est une affaire qu'il faut voir de près. Ce que je voudrais relever par ailleurs, c'est ceci. D'abord, l'adhésion à un processus démocratique. Je crois que c'est majoritairement partagé. Attesté par quoi ? Attesté par le fait que la Constitution de décembre 2023 a été votée à 86% de oui. 86%, c'est quand même un grand élan. Ensuite, je voudrais relever aussi que les partis en présence, majorité et opposition, ont accepté un principe de dialogue qui s'est traduit par les entretiens qu'il y a eu pendant quelques semaines à Doha, en août 2022, et qu'il était prévu donc un processus dans le cadre des 18 mois, c'est-à-dire du premier plan de 18 mois de transition. Puis ensuite, ça a été reporté à 2 ans, ce qui d'ailleurs a conduit un certain nombre de partis d'opposition à se retirer. Le troisième point, peut-être, c'est l'accord ou pas sur un projet de société démocratique et sociale. C'est fondamental. Alors, pour ce qui est du Tchad, j'ai le sentiment que, évidemment, je l'ai dit au départ, il y a une grande fragmentation du champ sociopolitique et culturel, avec des centaines de partis politiques. Ah, mais surtout, il y a le Nord et le Sud aussi. C'est un autre élément, vous avez raison de le relever. Et donc, la difficulté proposée par l'un de nos intervenants dit la sortie, c'est finalement un État fédéral. Or, un schéma fédéral, c'est pas un principe de rassemblement d'intégration. En l'espèce, pour ce qui est du Tchad, l'hypothèse d'un schéma fédéral, ce serait une hypothèse d'éclatement du Tchad. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait des États fédérés. Aujourd'hui, il y a 23 provinces. Ça veut dire, si on reprend ça, 23 États fédérés. Et la difficulté, c'est évidemment de faire prévaloir les intérêts supérieurs de l'État fédéral par rapport à des compétences attribuées à des États fédérés. Enfin, un dernier point qui est important, pour ce qui est de la stabilité. C'est vrai, et ça pose le problème de l'armée. L'armée, dans ce pays, c'est une armée d'ailleurs qui a une grande expérience.
C'est une armée qui s'est distinguée sur le plan militaire et opérationnel. C'est une des meilleures armées de la région. L'armée tchadienne est connue pour son opérationnalité, son engagement, etc. Et donc, malgré tout, quand il y a crise, etc., qu'est-ce qui reste? Il reste cette colonne dorsale importante qui a des fonctions régaliennes, c'est l'armée. Et toute l'histoire, d'ailleurs, du Tchad indépendant depuis plusieurs décennies atteste que rien ne peut se faire contre l'armée, et rien ne peut se faire sans l'armée. Je crois que c'est la politique des réalités. Et la politique des réalités veut qu'il y ait aujourd'hui, depuis 3 ans, une stabilité, une sécurité relative, et puis les contraintes et les menaces, les risques. C'est un pays qui a des frontières compliquées. Le sécuritaire, on y viendra, mais j'aimerais bien quand même entendre Brice Mbaïmon Guembay, parce que, en fait, c'est l'essence même de sa campagne ou de ses promesses électorales, c'est de créer, en tout cas, ou que le Tchad soit fédéré dans la paix, en tout cas ce système fédéral. Un commentaire, Brice Guembay, et qu'est-ce qui vous fait, en tout cas, penser que ce serait la solution pour unifier le pays? Mais vous savez, laissez-moi exprimer ma surprise par rapport à l'analyse qui est faite et qui me paraît une analyse un peu plus tendancieuse, dans la mesure où la sociologie politique au Tchad, elle est bien connue. Parlant de l'armée, donc je commence par là, vous savez que l'armée aujourd'hui, qu'on dise qu'elle est une armée la plus performante de la région, une armée la plus courageuse, une armée la plus battante, etc. Mais savez que ça se le dit. Mais nous qui sommes Tchadiens et qui vivons ici, savons de quoi il s'agit. Quand vous envoyez une armée dans une guerre qui revient avec 100 morts, 200 morts, 300 morts, est-ce que vous pensez que c'est une victoire, ça? On envoie les gens à la boucherie. Une armée la mieux expérimentée, c'est une armée qui doit faire la guerre pour revenir, pour compter 0 mort. Alors, je crois que c'est ça l'expérience. Pardon, si je peux me permettre, Monsieur Guembay, y a-t-il une guerre sans victimes? Côté armée ou côté civil aussi, d'ailleurs? Bien sûr, mais l'objectif de la guerre même n'est pas de détruire son adversaire, c'est de le tenir en échec et de l'imposer. Oui, mais ce que vous dites, c'est que cette armée-là, elle mène une guerre contre des rebelles armés, ce sont des groupes séparatistes. Est-ce que vous trouvez logique qu'il n'y ait pas de victimes parmi les rangs de cette armée? Vous savez comment se fait-il qu'une armée d'un pays peut aller donc se prêter à un jeu à l'extérieur du pays et en compte plus de morts que l'adversaire? Et après dire qu'on a été les plus courageux. Je ne pense pas. Parce que cela, vous savez, vous faites une guerre, par exemple, dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Quand on va attaquer une armée, même s'il y a 2 morts, je crois qu'on doit rendre compte de ces 2 morts. Aujourd'hui, c'est des centaines de Tchadiens qui sont morts dans des grottes, dans des montagnes, pour la lutte contre le djihadisme, etc., pour des raisons que les Tchadiens même maîtrisent très mal. Donc aujourd'hui, on dit que c'est une armée expérimentée. Mais aujourd'hui, les conséquences qui sont laissées dans les familles tchadiennes, vous ne le savez pas. Peut-être que notre politologue ne le sait pas. Mais nous le vivons dans notre corps et âme. Et pour des raisons que jusqu'à aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas très bien. Alors, si vous pouvez juste répondre à ma question, parce que nous sommes vraiment serrés en termes de temps. Si vous pouvez juste répondre à ma question. Et puis je réponds immédiatement à votre question. Sur l'État fédéral. Et en gros, est-ce que c'est votre carte? Parce que si, par exemple, on prend le candidat Succès Masra, il veut un peu jouer un peu la carte du Sanko tchadien. On a aussi Albert Padaké qui veut se positionner un peu comme le troisième homme. Et vous, qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui vous distingue? Ces gens-là sont dans les schémas. Ces gens sont dans le schéma donc de nos anciens colonisateurs. Parce que l'État unitaire que nous avons hérité de la colonisation ne devait pas bouger d'un iota. Et je suis très sûr qu'eux, ils prennent leurs leçons donc, de nos tuteurs occidentaux. Moi, je pense que les Tchadiens qui vivent terre à terre ici savent très bien que
dans certaines provinces, dans certains États, dans certaines communautés, les gens ont le sentiment de vivre sous la colonisation. Il faut être très clair là-dessus. Si aujourd'hui on veut que le Tchad vive en paix, si on veut que le Tchad connaisse un peu le bonheur, le développement, il n'y a pas une autre solution que de passer à la fédération pour permettre aux gens d'avoir leur autonomie et que le pouvoir et les richesses soient partagées à égalité. Je crois que c'est de ça que nous parlons. Vous pensez que le territoire tchadien, tel qu'il est vaste, il n'est même pas tout administré. Aujourd'hui, les uns vivent des métiers des armes, les autres n'arrivent même pas à vivre de leur métier d'agriculteur. Il y a de développement opéré dans toutes les zones du Tchad, mais ce n'est jamais exploité à cause de ces métiers de guerre, conquérir le pouvoir d'État, imposer sa volonté. Et c'est ça qui ne permet pas au Tchad d'avancer. L'État fédéral que nous prenons permettra à chaque province, à chaque État fédéré, que nous allons dessiner en tenant compte des critères sociologiques, des critères linguistiques, pourquoi pas des critères anthropologiques, tout cela pour permettre à ce que ces États-là soient créés et que désormais les responsabilités, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la justice, soient partagées dans ces États-là et que les spécificités culturelles, les particularités culturelles soient respectées et l'ensemble s'intégrera dans une unité nationale pour que les uns et les autres se respectent. Aujourd'hui, personne n'est respecté. On parle de la justice dans un État unitaire. C'est de la poudre aux yeux. Monsieur Assilek qui est là en train de vous parler le sait très bien. S'il s'est révolté contre ce système au Tchad pendant plus de 30 ans, ça veut dire qu'il en sait fait quelque chose. Donc, partons à une solution. Il s'est expliqué sur cela tout à l'heure. Il s'est expliqué sur cela. J'aimerais bien le faire réagir, si vous le permettez, Brice Guedmbey, par souci d'équité. Permettez-moi de chuter, madame. Le message est clair, monsieur, mais... Oui, mais il finira jamais. Parce tout que le monde sait le vrai problème du Tchad. Les gens veulent vivre en paix. S'il y a des gens qui veulent vivre de la guerre, il y a d'autres qui veulent vivre de l'agriculture. Permettons aux gens, selon dans leur... Et il y a d'autres qui veulent vivre dans la paix, tout simplement. C'est ça la finalité. Et c'est un point commun dans toutes dans toutes les promesses électorales et dans toutes les promesses de campagne qu'on suit, que ce soit du côté de Mahamat Idriss Déby ou des autres candidats à l'opposition. Mahamat Assilek, je voudrais vous faire réagir et vous interpeller aussi sur le contexte sécuritaire, mais je vous fais quand même réagir sur les propos de Brice Guedmbey. Oui, merci beaucoup, madame. Moi, je ne vais pas utiliser votre antenne pour faire un peu une tribune et dire tout ce que je pense. Je pense que ici, si nous sommes invités, c'est pour parler exactement et répondre aux questions qui nous sont posées. Monsieur Brice veut découler ou déclamer exactement les objectifs de son parti. Je crois bien, mais ici, ce n'est ni le lieu ni l'endroit. Ce que je veux dire simplement, parlant un peu de l'aspect fédération, je pense qu'on a fait appel au peuple et le peuple l'a tranché à 86%. Donc, il n'y a pas de débat. On ne peut pas revenir aujourd'hui pour dire oui, la fédération est ceci. On sait effectivement la fédération, votre politologue l'a si bien dit. Nous ne voulons pas, dans un pays qui est aux antipodes des conflits de part et d'autre, aller vers quelque chose qui ressemble à un éclatement, à un repli identitaire. On a consulté le peuple à 86% a dit non, on veut un État unitaire et basta, l'histoire est terminée. Ceci étant dit, c'est vrai, je suis d'accord avec M. Brice, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ce pays a été en guerre depuis 1960, nous n'avons jamais été tranquilles que ces dernières années. Et là, beaucoup de choses ne marchent pas. Effectivement, dans le programme de notre candidat, je pense que tout a été mis en avant pour que, à l'avenir, qu'on puisse étape par étape chercher à améliorer ce qui ne va pas, que ce soit sur le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la gestion du pays, que ce soit dans le domaine du développement, des routes, des infrastructures. Tout cela est pensé. Et d'ailleurs, le candidat l'a dit, il a 12 points qui se déclinent en 100 actions dès la première année. Vous avez dit que justement les promesses étaient très terre à terre. Vous pensez que les 100 actions durant la première année, c'est quelque chose de réaliste? Oui. Réalisable. Parce que M. Brice n'est pas au gouvernement, moi je suis au gouvernement et je sais exactement les projets qui sont mis en place. Ces projets ne sont pas
ne sont pas allés plus loin parce que nous sommes en période de transition, mais que ce soit dans le domaine énergétique où le Tchad est très dépendant et très en retard, et il y a des actions qui sont faites, d'accord? Vous savez, le Tchad est peut-être le premier pays ensoleillé au monde, ça c'est les observateurs les plus affirmés qui le disent, et nous sommes en train de nous déployer vers le solaire qui puisse permettre demain de pouvoir enrichir le pays en énergie. Alors, est-ce qu'on peut parler de développement, excusez-moi, si vous le permettez, Mahamat Tassilek, est-ce qu'on peut parler de développement avant d'assurer la sécurité? Vous avez évoqué un point très important. Parce que si ces élections se tiennent dans un contexte géopolitique tendu, certes, vous avez quand même des centaines de milliers de réfugiés soudanais aujourd'hui sur le territoire tchadien. Il y a quand même cette crise donc à gérer. Il y a aussi les rebelles, il y a ces tensions aussi qui peuvent venir de l'extérieur, de l'étranger, et puis il y a cette souveraineté militaire, cette souveraineté sécuritaire qui se pose. Alors comment justement allez-vous répondre à ces défis urgents et qui sont aussi du moment? Oui, je le dis encore, je l'ai dit en amont, l'aspect sécuritaire est l'épine dorsale, d'accord, la colonne vertébrale même de ce mandat électoral. Sans sécurité, sans stabilité, sans réconciliation nationale, sans dialogue, nous ne pouvons pas jeter les bases d'un développement réel. Mais ceci étant dit, quand je le dis, vous avez si bien dit, le Tchad entre le Soudan, la Libye, la Centrafrique, les réfugiés soudanais sur le sol tchadien par milliers, etc. Et aussi les problèmes sécuritaires à l'intérieur du pays, dont l'armée fait face. En 3 ans, il y a une certaine stabilité. Et ça, on ne peut pas le nier, et même M. Brice ne peut pas le nier. Pourquoi on dit Mamadi depuis l'assassination d'Idriss Déby? Absolument. Pourquoi on dit que Mahamat Idriss Déby est le seul candidat qui peut garantir cela? C'est parce que nous le savons. Quand il garantit cela nous permettra de jeter les bases maintenant vers d'autres facteurs de développement. Et si votre candidat remporte ces élections, la France, je voudrais vous citer dans une interview accordée à des confrères français le 21 octobre 2023, vous disiez oui, la France perd un peu pied en Afrique, mais la présence militaire française au Tchad ne souffrira aucune contestation. Cette présence est d'ailleurs très antérieure à l'opération Barkhane au Sahel. Qu'est-ce qui conforte votre propos sur le maintien de la présence française au Tchad? Avec la France, le Tchad a des relations séculaires. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. Quoique aujourd'hui, dans le monogame du panafricanisme, etc., qu'on en veuille à la France, c'est un autre problème. Aujourd'hui, c'est un problème qui ne concerne pas les Tchadiens, selon vous? Les Tchadiens ne sont pas dans... Qui ne concerne pas que les Tchadiens, c'est un problème qui concerne le Sahel, qui concerne l'Afrique. Croyez-moi que si le Tchad est déstabilisé, par-delà ce qui se passe au Soudan, par-delà ce qui se passe en Libye et en Centrafrique, croyez-moi qu'une bonne partie de l'Afrique va être déstabilisée. Et ça, les observateurs les plus affirmés le savent. Nous-mêmes qui sommes au cœur du pouvoir peut-être, nous-mêmes qui connaissons la réalité politique, géopolitique de notre pays, nous le savons. Mais bon. Pourquoi avoir démis le directeur de l'Agence nationale de sécurité, Ahmed Kogri, le général Ahmed Kogri, le 21 février, à la veille des élections, par décret présidentiel? Écoutez, d'abord, l'Agence nationale de sécurité est une instance de l'État où chacun est appelé à venir s'installer pour travailler, et quand le mandat est fini, si on a besoin de vous pour aller à un autre poste où vous pouvez être encore plus efficace, vous y allez. Vous connaissez exactement les arcanes de la fonction publique, vous connaissez exactement les arcanes des postes de l'État. Aujourd'hui, on n'a pas pris Monsieur Kogri et on l'a jeté aux orties. Il est aujourd'hui ministre, directeur de cabinet militaire auprès du président de la République. C'est pour dire qu'il occupe encore un poste beaucoup plus stratégique dans l'échiquier de l'État. Donc, remplacer M. Kogri de l'ANS, de l'ANSE
pour un autre poste ne doit pas permettre à n'importe qui de jaser. Mais bien évidemment, quand vous avez des détracteurs qui usent toujours de la mauvaise foi pour vous chercher un peu de petites tâches, on dira ce qu'on veut. Madame, vous savez, il y a un adage africain qui s'exprime très bien. On dit quand on ne veut pas de vous, on peut prendre les crottes de votre voisin, on vous pose ça sur la tête pour en faire une caricature. Moi, je pense que c'est un faux problème, cette histoire du directeur de l'ANSE, pourquoi il a été remplacé, pourquoi ceci. Ça n'a rien à voir avec la France. Non, M. Kogri est affecté à la présidence de la République pour encore jouer un rôle capital pour le pays. C'est tout. Ce n'est pas une sanction ni une punition. Alors, on va peut-être terminer. Il nous reste un peu moins de 5 minutes pour ce débat très passionnant. Aujourd'hui, un dernier mot aussi pour vous, Brice Guembay. Donc, ce qui reste dans la campagne, vous allez concentrer vos efforts sur quel point en particulier, sur quel point de votre campagne allez-vous insister sur ces jours qui nous restent avant le scrutin du 6 mai? Bien, mais moi, je vais vous en vouloir un peu parce que vous avez laissé mon grand frère Assilek prendre tout le temps. Non. Voilà. Non, quand même. Non. Peut-être pas à la seconde près, mais je suis très pointueuse sur l'équité de temps de parole. Mais en tout cas, je ne vais pas vous prendre de votre temps de parole si vous pouvez juste répondre à ma question. Merci beaucoup. Oui, moi, je crois que tout le monde, tous nous Tchadiens, qu'il s'agisse donc des fédéralistes, qu'il s'agisse des Tchadiens du Nord ou du Sud, je crois que nous sommes en train de rechercher la stabilité, la quiétude pour notre peuple. C'est à cela que nous concourons tous et je crois que c'est cela qui nous préoccupe tous. Et donc, la seule chose que je voudrais revenir dessus, c'est que effectivement, nous devons faire un effort de comprendre que le pouvoir au niveau du Tchad doit obéir à un mode d'alternance pacifique au moins une fois. Vous savez, tel qu'on est en train d'aller, nous souhaiterons ensemble pour que les urnes soient véritablement l'endroit où va sortir le nom de celui que les Tchadiens auront à choisir. Malheureusement, au vu des faits, au vu des actes qui sont posés, enfin, des actes. Après, les faits, non, les faits sont là. Les faits de la démocratie sont là. Il y a un scrutin qui est organisé. Donc, ce sont les Tchadiens qui vont élire leur prochain président. Oui, ce sont des Tchadiens. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un jeu partisan. Quand vous prenez les gens d'un même bord, occuper donc toutes les structures ou bien les organes de pilotage des élections, vous allez vous espérer à quoi, madame? Aujourd'hui, quand je vous prends par exemple les structures de pilotage de l'élection, que ce soit les juges des élections, etc., on a dû placer donc des anciens militants avérés pour essayer donc certainement de rendre service à ceux qui les ont nommés. Cela n'engage que vous, parce que nous n'avons pas de preuves là-dessus. Cela n'engage que vous. Alors, juste une dernière question, monsieur Brice. Si vous n'êtes pas élu, on ne sait pas encore, mais si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous soutiendrez le prochain président, quel que soit-il? Non, mais attendez, je crois que je n'ai aucun problème avec l'actuel président de la transition. Non, je parle du prochain, après l'élection du 6. Voilà, le projet, je ne sais pas dans quel contexte, on saura très bien. J'espère bien que l'organe de gestion de l'élection va sortir donc des vrais résultats. Et effectivement, quel est le candidat qui sera élu? Et effectivement, nous, en tant que démocrates, nous allons nous plier donc aux résultats des urnes qui seront véritablement des résultats issus des urnes, puisque nous avons en campagne, nous allons contrôler les élections, nous voyons un peu ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, déjà, de facto, nous n'allons pas dire que non, on va faire ceci, on va faire cela. Ça sera très prématuré de le dire maintenant. Mais en ce qui me concerne, je crois que j'ai de très bons rapports avec l'ancien président de la transition. J'ai de très bons rapports avec mes collègues, les autres candidats. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un d'entre eux. D'ailleurs, vous savez que il y a juste moins de 6 ou 7 mois, j'ai été le premier parmi les partis politiques où il a
accepter que je sois désigné à la tête des partis politiques pour gérer le cadre de concertation des partis politiques. Il y a eu donc quelques noyaux contestataires qui nous ont semé un peu du désordre, mais je crois que pour l'instant, Merci, Brice. ce qui me concerne, j'ai de très bonnes relations avec l'ensemble des candidats, mes collègues, et qu'aujourd'hui, si la victoire d'un ou de l'autre arrive et que cette victoire est issue véritablement des urnes, je crois qu'il n'y a pas raison de faire quoi que ce soit. Nous allons donc nous ranger du côté de la démocratie. Voilà, de la démocratie, de l'unification du pays, parce qu'in fine, c'est ça un peu le but et l'objectif pour ce retour à l'ordre constitutionnel après ce scrutin du 6 mai. Donc la campagne a commencé dimanche. Merci beaucoup Brice Mbaye Gedembey. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Je remercie mon grand frère, le ministre Assilek. Je remercie le politologue Mustapha Seymi pour vraiment ses interventions éclairées. Et à vous aussi, je vous remercie très sincèrement pour m'avoir invité. Merci, marhaba. Merci à vous également, Mamat Assilek Alata. Merci d'avoir répondu merci présent infiniment. et participé au débat. Et puis, ce ne sera pas le dernier sur ces élections, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Merci à M. Mustapha Seymi. Merci à vous-même. Merci à votre équipe, ceux qui sont derrière les machines. Et merci à tout le monde. Merci en tout cas pour cette reconnaissance pour eux. Merci à vous également. Merci à vous. Toujours un plaisir. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.